Bonsoir Jean-Claude Mailly. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes secrétaire général du syndicat Force Ouvrière. On va parler évidemment des ordonnances sur la loi travail. Vous avez d'ores et déjà annoncé que vous ne manifesteriez pas contre ces ordonnances, mais il y a des détails et il y a des questions là-dessus. Mais d'abord, la rentrée scolaire, c'était aujourd'hui. Pour vous, est-ce qu'elle se passe bien ? Écoutez, c'est un peu tôt. Moi, je suis plus inquiet, je le dis. Je dis pas que je suis pas pour la rentrée universitaire, Oui. compte tenu du nombre d'étudiants qui n'avaient pas d'inscription, etc. Maintenant, je vois que le gouvernement, sur les contrats aidés, dit sur ce qu'on appelle les AVS, les assistants de vie scolaire, on va regarder pour qu'il n'y ait pas de diminution, sauf qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que dans les écoles, il n'y a pas que des gens qui dépendent de l'éducation nationale. Vous avez des gens qui dépendent des collectivités territoriales, dans les cantines par exemple. Et ceux-là, ils risquent d'être victimes de la chute des emplois aidés. Oui, parce qu'il y a 23 000, en l'occurrence, dans le domaine de l'école, 23 000 emplois Tout à aidés fait. qui sont supprimés et 8 000 en revanche dans le cadre plutôt de l'aide aux élèves handicapés qui sont créés. Qui sont créés, oui, mais ça, ok. Mais je veux dire, dans les cantines scolaires, etc., ce ne sont pas des gens qui relèvent de l'éducation nationale, ce sont des gens, y compris des emplois aidés, qui relèvent des collectivités territoriales. On voit très bien que les collectivités territoriales sont percutées par la baisse des emplois aidés. Donc il faut voir dans les jours à venir. Écoutez Muriel Pénicaud, elle a répondu à cette question. Est-ce normal qu'on prenne des CDD précaires, dits contrats aidés, sur des emplois comme les cantines scolaires? Moi, je pense que ça devrait être des emplois permanents. On fait tourner des gens, des demandeurs d'emploi, en leur donnant l'espoir d'avoir un CDI. Non, il faut faire pour les demandeurs d'emploi quelque chose qui est efficace pour eux, qui leur permettra d'accéder vraiment à l'emploi. Et par ailleurs, traiter le sujet des associations et des communes. Mais mélanger les deux, je pense que ça n'est pas respectueux vis-à-vis de nos concitoyens. Ah ben si, attendez, les gens qui travaillent dans les cantines scolaires, c'est des emplois permanents, c'est très bien, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Vous avez beaucoup d'emplois aidés dans les cantines scolaires, donc c'est le problème sur les contrats aidés, si vous voulez. Je dis pas que le système est parfait, bien entendu, mais avant de supprimer ou de raboter quelque chose, il faut qu'on propose quelque chose. Or là, on rabote, mais on propose pas. Donc ça fait un trou, et quand il y a un trou, c'est jamais bon. Donc vous êtes inquiet et sa réponse ne vous satisfait pas complètement. Elle a raison sur le fond, mais concrètement, est-ce qu'on les fait passer en CDI ou ou fonctionnaires, peu importe, mais est-ce qu'ils ont un emploi stable ou est-ce qu'il va manquer des emplois aidés aujourd'hui, il va manquer des emplois aidés dans pas mal de cantines. Parce que moi, pour rester sur l'esprit de la rentrée, j'avais envie de vous poser une question directe. J'avais envie de vous dire, est-ce que vous êtes devenu le chouchou du gouvernement ? Est-ce que vous êtes devenu le chouchou du président pour rester dans l'idée de l'école et de la classe? Non. Parce que c'est vrai que lorsque vous avez annoncé que vous ne manifesteriez pas, Oui. on s'est dit, tiens, voilà, c'est devenu, alors que c'était Laurent Berger qui négociait beaucoup de façon assez proche avec le gouvernement précédent, mais cette fois c'est Jean-Claude Mailly qui est, alors j'utilise cette expression, le chouchou. Non, écoutez, ça se passe pas comme ça. Je l'ai dit depuis le début, moi je dis les choses, ça plaît ou ça plaît pas, mais je dis les choses. On a obtenu une vraie concertation. Alors ça, quand on a une concertation, on discute. C'est le rôle du syndicat de discuter. Après, on fait le point à la fin des discussions. On a obtenu des choses, quelques garanties. On a évité beaucoup de choses. Et il y a des points de désaccord forts sur les ordonnances. Mais ça fait 3 mois que tous les jours, je dis bien tous les jours, depuis 3 mois, juillet, août compris, on est sur les dossiers, on demande des réunions, on discute sur les Quand je dis thèmes. le chouchou, c'est-à-dire, c'est vrai que vous êtes content d'être l'interlocuteur un peu privilégié, celui qui est sorti de la réunion en disant, bon, on attendait votre opinion, elle est décisive en l'occurrence. Oui, peut-être que la position de FO est décisive, mais c'est conforme à ce que nous avons toujours été quand on discute. Non, sur la loi El Khomri, vous étiez dans la rue avec la CGT. Et alors, il y a des gens qui se disent, y compris chez vous, alors comment il nous a chauffé sur la loi El Khomri, puis maintenant, il nous dit de rester à la maison? Non, mais parce que sur la loi dite El Khomri, il n'y avait pas de discussion. Voilà, à chaque fois que je faisais des propositions au nom de FO, etc., pauvre poubelle. Donc on n'a jamais pu discuter. À partir de là, quand vous avez un mur en face de vous, vous essayez de casser le mur. Donc il fallait manifester. Là, c'est pas le cas. Si on nous avait dit non, on vous consulte, vous dites ce que vous voulez, mais on passe en force au mois d'août, il y aurait eu problème. Ça n'a pas été le cas. Il y a une part de réalisme. Maintenant, ça ne veut pas dire que sur toutes les ordonnances, on est d'accord. Il y a des points lourds de désaccord. On a même, pour être franc, découvert des choses qu'on n'avait pas discutées. Par exemple ? Je vais vous donner un exemple. Vous savez qu'il y a je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est technique, mais il y a des accords dits, pour aller vite, de compétitivité emploi, avec des cas différents de rupture du contrat de travail. Si un salarié n'accepte pas un accord, parfois il était licencié pour motif économique individuel, ce qui donne plus de droits, parfois ce qu'on appelle un licenciement sui generis sans droit. Au début, on nous dit on va essayer d'harmoniser. On regardait les choses, et là, ça va beaucoup plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, dans l'ordonnance, il y a un moment où on dit pour des raisons d'urgence, l'employeur pourra décider tout seul en matière de salaire et de rémunération. C'est quoi une urgence ?
Elle n'est pas définie. Qu'est-ce que ça veut dire? Y compris juridiquement. Alors moi, je ne sais pas, le Conseil d'État, c'est pas moi, il va examiner les textes, mais il y a des choses qui me paraissent bizarres et on n'en avait pas parlé. Donc ça, c'est des points de désaccord formels. Mais c'est pas fini, il y a encore les décrets, il y a encore toute une série de choses. Les FO dans les Il y aura des instances gens de de FO qui délibération. manifesteront. Moi. Alors, FO en tout cas dans les instances de délibération et d'examen du texte, aujourd'hui même, on dit qu'ils avaient des désaccords profonds et qu'ils n'hésiteraient pas à faire des recours juridiques. Oui, Donc, bien sûr. Il y a quoi? Il y a plusieurs opinions à l'intérieur de FO? Non, FO, c'est pas une armée derrière un seul homme ou une seule femme. C'est pas ça. Il y a des expressions différentes. Il y a des gens qui ont dit, nous, on veut manifester. Ils manifesteront. C'est pas la première fois. FO, c'est combien à peu près? Parce que la CGT dit 15 unions départementales. La CGT, c'est la CGT. Pardonnez-moi, Martinez, il n'est pas secrétaire général de FO. Bon, donc Martinez, il dit ce qu'il veut et moi, je fais ce que je veux. Voilà. Enfin, avec mes instances. Voilà, chacun son truc. Ça va pas mélanger les choses. C'est quand même tendu. Vous êtes balancé quelques noms d'oiseaux ces derniers temps. Vous lui avez dit qu'il n'a pas assez, il s'est pas assez rendu aux réunions de concertation. Attendez, moi, il fait ce qu'il veut. C'est pas l'homme. En plus, l'homme est plutôt sympathique. C'est pas la question. Et on se parle. Faut pas croire. Il m'a pas appelé encore, mais bon, on se parle. Mais à un moment donné. Moi, ce que je dis, apparemment, si j'ai bien compris, ils ont assisté aux réunions officielles, mais moi, j'en ai demandé d'autres, des réunions. Et à chaque fois que j'ai demandé des contacts, on m'a jamais dit non. Parce que ça a été permanent pendant 3 mois. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout. Loin s'en faut. Puisqu'il y a des points lourds, mais le gouvernement est au courant, et je l'ai dit publiquement. Donc, il y a des points lourds. Et si demain, quand les ordonnances seront publiées, elles vont être publiées vers la fin du mois, à peu près, si, après, on va attendre le texte définitif, je ne sais pas ce que va dire le Conseil d'État. Si nous considérons, nous, que sur certains points, il y a des problèmes juridiques, on n'hésitera pas une seconde. C'est-à-dire, n'hésitera pas, vous n'hésiterez pas à manifester? Non, c'est sur le plan juridique, je dis. Après on verra, vous savez. Qu'est-ce qui s'est passé entre Laurent Berger et vous? Vous avez interchangé vos rôles, vous comprenez? Non, il n'y a pas de changement. Chacun est dans son... Laurent Berger défend les positions de son organisation. Il a des déceptions, lui, sur autre chose. C'est son droit, bien entendu. Vous parlez? Bien sûr qu'on se parle, mais je parle à tout le monde, moi. Donc bien sûr qu'on se parle avec Laurent Berger. Il y a des points qu'on avait communs, il y avait des lignes rouges communes entre les 5 organisations syndicales. On n'a pas arrêté de se parler plus ou moins pendant toute la période. Et c'est pas plus mal quand les syndicats se parlent. Il y a des prochains projets. Je dirais que celui-là, vous avez donné vos positions. Assurance chômage, formation professionnelle. Étatisation de l'assurance chômage, formation professionnelle. Est-ce que déjà vous préparez à ces projets? Est-ce que déjà vous avez des lignes rouges? Est-ce que déjà vous avez des demandes? Ah oui, sur l'assurance chômage qui sera le prochain dossier, c'est pas aussi évident que ça. Enfin, attendez, quand on dit on va élargir, pas moi, mais on va élargir l'assurance chômage, par exemple, aux indépendants. Bon, j'ai rien contre si les indépendants, mais qui va payer? Vous avez les indépendants qui disent attendez, nous, on peut pas payer. Il y a d'autres indépendants qui disent attendez, nous, on a déjà couvert par une assurance, etc. Donc comment on règle le problème? Et puis c'est pas la même chose d'être indépendant avec un statut particulier. Lui, il est obligé de payer par rapport à son chiffre d'affaires ou ses bénéfices qu'un salarié qui paye une cotisation, l'employeur en paye une partie. Vous opposerez au projet ou... Ça dépend comment ça va être. Écoutez, faut savoir que début juillet, il y a une déclaration commune des 5 confédérations, des 3 organisations patronales en disant en ce qui concerne les salariés, donc ceux des entreprises, nous on souhaite pouvoir continuer à définir les cotisations et les prestations. La gestion en tant que telle du système, c'est plus nous, c'est Pôle emploi, et Pôle emploi, c'est l'État. Mais on souhaite avoir notre mot à dire. Moi, ce que nous ne voulons pas, on ne veut pas qu'à terme, on aboutisse à un système à minima anglo-saxonne, avec une couverture minimale chômage, et après, chacun se débrouille. Ça, ce serait une sacrée régression sociale. Donc, c'est loin d'être réglé. Il y a le problème de la CSG, de la cotisation sociale. Donc, on n'a pas encore discuté avec le gouvernement, mais c'est sûr que sur un dossier comme ça, ce ne sera pas plus simple que le premier. Donc on verra, moi je ne l'exclus rien, mais on va commencer les discussions à la fin du mois, on va voir ce que ça donne. Mais est-ce que vous avez un regard sur ce gouvernement et ce président un peu différent? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une forme de climat de confiance qui fait que, sur des situations précises, peut-être on a l'impression que vous auriez eu des positions différentes il y a quelques mois et aujourd'hui, vous avez plus confiance? C'est vrai ou pas? C'est une question de confiance, c'est une question de se parler cash, et quand on se parle cash, qu'on se dit directement les choses, et puis après, si les engagements sont respectés, qu'on soit d'accord ou pas, ça facilite les choses. Mais quand parfois, dans le temps, je posais des questions et puis que j'avais pas de réponse, c'est un peu lassant, mais je suis pas le seul à dire ça. C'est personnel, ces affaires? Non, moi, je fais jamais d'affaires personnelles. Non, franchement, je fais jamais d'affaires personnelles, ça ne sert à rien. Après, il y a la vie.
Quand vous posez une question, vous n'avez pas de réponse, c'est quand même gênant. Quand vous posez une question, qu'on vous dit oui, qu'on vous dit non, on sait à quoi s'en tenir. Vous avez vu que du côté ou de la CGT ou de la France Insoumise, pour revenir aux ordonnances sur la réforme du Code du travail, c'est très sévère et ils disent que ça a pour but le remplacement du chômage de masse par des travailleurs précaires, que ça va encourager le plafonnement des indemnités prud'homales va encourager les licenciements. Est-ce que vous êtes sûr que ça va créer de l'emploi ? Non. Non, moi je le dis clairement. L'emploi, ça ne vient pas d'une modification du Code du travail ou des impôts, etc. L'emploi vient prioritairement de l'activité économique. On a une légère reprise de la croissance. Les économistes disent que c'est dû à 60 ou 80% à ce qui se passe sur l'activité internationale. Qu'il y ait de la croissance, tant mieux. Mais ça, c'est ça qui va d'abord générer de l'emploi. Après, si dans les TPE, PME, le plafonnement, nous, on était contre. C'est clair. Bon, maintenant, il y a quand même pas mal de cas de dérogation. Le juge pourra déroger. Et ce que j'ai toujours dit, si on met un plafond, vous allez avoir une déviation et de plus en plus de salariés. C'est quand même 0,06% par an qui attaquent au prud'homme. Vont aller sur des questions de harcèlement, de discrimination, etc. J'ai prévenu. Maintenant, chacun ses responsabilités. Donc, si ça peut débloquer psychologiquement. Parce que l'économie, c'est aussi de la confiance. Le chef d'entreprise qui va dire « Ah bah ça y est, un plafond, donc je suis rassuré ». Si c'est psychologique, ok, moi je veux bien, la psychologie ça existe. Bon, mais on verra. Mais en tous les cas, il y a des points durs sur ce texte, sur les prud'hommes, sur certaines modalités de licenciement, etc., sur lesquels on n'est pas d'accord. Et c'est pour ça qu'on va regarder les choses. Je pense même que sur certains points, c'est pas conforme à une convention internationale. Donc on va attendre les textes définitifs et après on ajustera. S'il faut aller en justice, on ira en justice. Vous êtes prêt, pour conclure en un mot, à affronter éventuellement une fronde interne ? Mais il n'y a pas de fronde interne. FO, c'est une maison où tout le monde s'exprime. Alors, il y aura des gens de FO qui seront dans les manifestations le 12 septembre, je le dis clairement. C'est leur liberté. Le bureau confédéral, la direction, pour aller vite, j'aime pas le terme, mais de FO dit non, pas le 12 septembre. Mais il y en a qui iront. Des fois, on appelle à manifester, il y en a qui vont pas. FO, c'est pas derrière un piquet et on suit tout le monde. Voilà, ça fait partie de notre conception de la liberté. Merci beaucoup Jean-Claude Maillet d'être venu sur notre plateau.